Bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football. Nous allons décrypter tous les résultats avec notre expert Emmanuel Petit. Emmanuel, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous tout au long de cette émission. Puis vous, Lise Barenbaum, bonjour. Bonjour. On va faire le tour de la presse avec vous, une émission chargée. On est parti, surtout, ne bougez pas, restez là. Et on ouvre tout de suite cette édition 100% foot par les résultats de cette 19e journée de Ligue 1. Émission accomplie. Regardez, pour l'Olympique de Marseille, les joueurs de Marcelo Bielsa se sont imposés 2-1 à domicile face à Lille et remportent ainsi le titre de champion d'automne 2014-2015. On notera également les cartons pleins de Lyon et de Bordeaux 5-0 et de Saint-Etienne face à Évian 3-1, ainsi que la courte mais néanmoins très précieuse victoire de Monaco sur la pelouse de Metz. À noter par ailleurs les matchs nuls de Toulouse face à Guingamp et de Caen face à Bastia, 1-1, alors que le PSG et Montpellier se quittent sur un triste 0 partout. Plus tôt vendredi, c'est Lens qui s'était imposé 2-0 sur la pelouse de Nice. Sur sa pelouse. Et puis au niveau du classement, au terme de cette première partie de saison, c'est l'Olympique de Marseille qui termine à la première place du podium avec 2 petits points seulement de Lyon, qui ravit la place de dauphin au Paris Saint-Germain, relégué à 3 points du leader. À la 4e position, on retrouve les inoxydables stéphanois, juste devant les monégasques qui signent une 4e victoire d'affilée cette saison. Derrière eux, Bordeaux est en embuscade à 1 point seulement, juste devant le FC Nantes. Rennes et Reims ont le même nombre de points, 28. Montpellier est 10e avec 26 points. Alors Manu Petit, on vient de voir les résultats. C'est donc Marseille qui est champion d'automne. C'est un titre qui fait plaisir, mais c'est seulement honorifique. Est-ce que vous pensez que Marseille peut être champion cette saison ? Je pense que Marseille peut être champion. Maintenant, reste à savoir s'ils sont capables, avec un effectif relativement réduit, de pouvoir réitérer les efforts qu'ils ont fait les 6 premiers mois de la saison. Moi, je pense que ses principaux concurrents, notamment le PSG, pour parler d'eux, sera amené justement sur d'autres combats, à la fois en Champions League, mais également en championnat. Donc, ils vont perdre également des points en route. Lyon me semble l'adversaire le plus coriace, puisque aussi ils n'ont pas de Coupe d'Europe et qu'ils ont fait la priorité, une qualification en Champions League. Et pourquoi pas rêver du titre, comme l'a dit Hubert Fournier hier après la rencontre. Donc, je dirais que si Marseille continue à avoir la même chance, qu'ils fournissent également les mêmes efforts et que Bielsa arrive toujours à contenir son effectif dans son management, moi, j'y crois fermement, oui. Alors justement, Lise, du côté de Marseille, l'entraîneur est plutôt fier du football hexagonal. Oui, le coach Bielsa a déclaré dans l'équipe qu'il pensait que le foot français a les meilleurs jeunes joueurs du monde. Il pense que les meilleurs clubs du monde vont bientôt acheter 15 joueurs de moins de 25 ans de Ligue 1, alors qu'on s'approche du mercato d'hiver. Et il n'est pas le seul à le penser, puisque le site In Bed with Madonna a récemment mis 6 jeunes Français dans sa liste des 100 joueurs à suivre en 2015, soit autant que l'Espagne, l'Allemagne et les Pays-Bas. Le site dit même que ce n'est pas une génération dorée, c'est une génération en triple platine incrustée de diamants. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu Petit, de la déclaration de Bielsa ? Je pense que Bielsa dit tout fort une nouvelle fois ce que l'on pense depuis très très longtemps. Donc ça fait quand même 2 décennies que la formation française est pillée à chaque mercato par nos voisins européens. Nous sommes devenus le centre de formation en fait, de l'Europe, c'est-à-dire que le rapport qualité-prix est quand même bien meilleur en France que chez nos voisins. Donc c'est pour ces raisons aussi, la formation française a longtemps été calquée et voire même reproduite. On l'a vu avec l'Espagne, avec l'Allemagne sur ces 2 dernières décennies. On s'aperçoit du résultat au niveau des équipes nationales. Donc ce n'est pas une nouveauté ce que dit Bielsa. En revanche, ce qui est surprenant, c'est qu'ils disent, lui qui est entraîneur de l'Olympique de Marseille, Marseille qui est incapable de sortir des jeunes pour l'élite. Donc il y a un paradoxe là-dedans. Mais dire que la formation française a toujours été à la pointe, ça fait 20 ans qu'on le sait. Alors vous venez de dire que hier, justement, Hubert Fournier a déclaré à la presse qu'il croyait justement à ce titre. J'aimerais bien qu'on parle de Lyon et justement de Lacazette, qui est le 2e meilleur buteur d'Europe en championnat. Il est donc derrière Ronaldo, mais il est devant Messi. Lacazette, est-ce que vous pensez que c'est la révélation de cette saison ? Oui, assurément. Il fait partie justement de ces joueurs qui est en train de frapper les esprits à la fois dans ses performances, mais aussi de par son jeune âge. Je dirais qu'il est sur la continuité de ce qu'il a fait la saison précédente, où il a été aussi un des cadres, malgré son jeune âge, de l'équipe lyonnaise, de ce renouveau. Vous savez, depuis que Lyon a pris le chemin de revenir à ce qu'était le club formateur, parce qu'il n'avait plus les dépenses nécessaires pour s'aligner sur le marché des transferts, on voit que ça amène des résultats extrêmement positifs. Quand on voit aujourd'hui que ce sont les jeunes qui sont devenus un petit peu les tauliers de cette équipe
et qui sont aujourd'hui les cadres et qui ont relégué justement ces fameux cadres au rang du banc de remplaçants. Je pense notamment à un garçon comme Gourcuff. Je me dis que c'est pas usurpé. Ce que fait Lacazette depuis 2 ans, il le mérite amplement et ça se voit sur le terrain chaque week-end. Alors justement, Lise, vous avez une info sur Lacazette. Il va peut-être aller à Liverpool, c'est ça? Oui, alors il y a plusieurs sources en tout cas qui parlent de ça, dont le site Eurosport. Liverpool ciblerait effectivement Lacazette, mais l'OL n'est pas vendeur. Il a fait un début de saison explosif et c'est pas du tout passé inaperçu. 18 buts en 20 journées, donc il a tapé dans l'œil des Reds, surtout que Balotelli est assez inefficace. Ripki Lambert, qui a été recruté cet été, est plutôt décevant. Mais attention, l'attaquant intéresserait aussi le PSG. En tout cas, Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, a fermé la porte à toute hypothèse. Donc a priori, Lacazette peut dormir tranquille, sauf si Liverpool sort les gros moyens. Qu'est-ce que vous en pensez, Manu? Vous pensez qu'il ira en Première Ligue? Parce que Jean-Michel Aulas, s'il dit non, en général, c'est non, hein. Je dirais que là, c'est quand même un très très bon gestionnaire dans le football français avec son club, ce qu'il fait depuis maintenant plus de 25 ans. Donc, mais sincèrement, ça serait contre-productif, ça serait envoyer un message complètement négatif au sein de cette jeunesse lyonnaise qui est en train de faire des prouesses et des merveilles chaque week-end. Ce qu'ils sont en train de réaliser, pour moi, est tout à fait exceptionnel de par leur manque de maturité au très haut niveau. Donc Lacazette, bien sûr, qu'il attise les convoitises de beaucoup de clubs étrangers, mais sincèrement, aller à Liverpool, qui sont en train de galérer dans le ventre mou de la Première Ligue, qui est incapable justement, qui n'est que le fantôme de la superbe équipe qu'on a vue l'année dernière, notamment par rapport au remplacement de Balotelli, qui depuis qu'il est parti Manchester City n'est qu'un fantôme également sur le terrain. Ça serait, à mon avis, une grave erreur à la fois de Aulas, mais aussi de Lacazette. Maintenant, je pense qu'au prochain mercato d'été, on en reparlera très sérieusement, parce que ça sera quand même très difficile pour Aulas de conserver sa pépite. Oui, donc à mon avis, il va rester à Lyon, là, pour la fin, en tous les cas, de la saison. Allez, on va tout de suite passer au dossier du jour. Et le monde du football réclamait de la transparence. Cela fait de nombreuses années que la FIFA est au cœur de rumeurs de corruption. Mais cette fois-ci, l'histoire va plus loin avec la démission de Michael Garcia, l'Américain chargé d'enquêter sur l'attribution des Coupes du Monde. En 2018 en Russie et en 2022 au Qatar. Un reportage de Sacha Reboux et de Michael Friedman. On en parle évidemment avec vous, Manu Petit, et vous, Lise Barenbaum, tout de suite après. Une fois encore, le comité d'éthique de la FIFA est sous le feu des projecteurs après la démission de Michael Garcia. L'Américain quitte le navire afin de protester contre la gestion de son rapport sur l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022. L'ancien enquêteur d'éthique de la FIFA, dont la mission avait bien commencé, n'a pas hésité à remettre en cause l'intégrité des leaders de l'organisation. Un leadership qui s'impose à tout le monde. Voilà ce que le comité d'éthique doit imposer. C'est ce genre de relation qui insuffle la vie dans les codes de l'éthique. Avec la démission de Michael Garcia, une question se pose à nouveau pour la FIFA. Comment se réformer après tant d'années de scandales et de critiques? Cette tempête a une fois de plus ébranlé le monde du football et Michel Platini, le président de l'UEFA, questionne à présent ouvertement la crédibilité de la FIFA. Le comité d'éthique de la FIFA a été créé pour accroître la transparence vis-à-vis de l'organisation. C'est ce que nous désirions, mais au final, cela a créé encore plus de confusion. La démission de M. Garcia est un nouvel échec pour la FIFA. Cette nouvelle affaire a amené d'autres membres éminents de la FIFA comme Jérôme Champagne, qui défiera Sepp Blatter pour la présidence de l'organisation en mai prochain, à considérer que l'instance dirigeante a fait un pas en arrière une fois de plus au lieu d'avancer. Alors que la FIFA a annoncé qu'elle divulguerait certaines conclusions tirées par Michael Garcia dans son rapport, voilà que l'organisation se trouve à nouveau remise en question par certains qui l'accusent de dissimuler des choses. L'enquête a été réalisée pour révéler les problèmes de la FIFA de Blatter. Cependant, le président de la FIFA se veut précautionneux quant aux informations divulguées. J'ai réussi à mettre le comité exécutif incorporé derrière cette recommandation. Ce que veut finalement le football et ce dont il a besoin, c'est de transparence, d'un changement dans l'une des plus grandes organisations sportives du monde, ainsi que dans son organigramme. Alors Manu Petit, on vient de le voir dans le reportage, Michael Garcia a démissionné et il a déclaré que personne n'a le pouvoir de changer la culture de cette organisation. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien à faire ? Je le pense très sincèrement, Valérie. C'est vraiment la mort dans l'âme que je dis ça. C'est-à-dire que je suis en train de perdre les derniers, on va dire, vestiges de ce qui me reste sur ma croyance envers le football et sa moralité. Donc
Je dirais qu'après avoir étudié vraiment en profondeur le dossier du Qatar, mais notamment le dossier de la FIFA depuis pas mal de mois, je m'aperçois que depuis l'affaire de Garcia, sur les 22 personnes qui siégeaient au comité exécutif de la FIFA, il ne reste plus que 10 personnes. 12 aujourd'hui sont partis, soit parce qu'ils sont poursuivis pour des faits de corruption, soit parce que des grosses suspicions sur eux, soit parce qu'ils ont été radiés à vie, soit parce qu'il y a des enquêtes disciplinaires contre ces personnes-là, ou soit parce qu'il y a des pressions politiques autour. Donc c'est quasiment la moitié du comité exécutif aujourd'hui. Mais moi, ce qui me laisse perplexe, c'est pas tant que le rapport Garcia soit publié ou pas, à la limite, on s'en fout. Parce que sincèrement, à l'intérieur de la FIFA, ce n'est que vanité, mensonge et corruption depuis très très longtemps. Donc qu'on remplace quelqu'un, même qu'on publie le rapport, qu'est-ce que ça va faire? Parce que le code pénal suisse ne permet pas de poursuivre la FIFA. Parce que, je ne sais pas si vous le savez Valérie, mais il faut qu'il y ait une plainte privée pour pouvoir déclencher une procédure. Or, personne ne veut déposer plainte contre la FIFA. Donc le code pénal doit être revu et réformé de l'intérieur. Mais même s'il y avait une plainte, il pourrait aller ailleurs finalement, ne pas rester en Suisse. Exactement. C'est pour ça que je dis ça, Val. Même si les politiques suisses décident d'engranger ce processus et de mettre la pression sur la FIFA, rien n'empêche Sepp Blatter et ses copains de délocaliser le siège social de la FIFA et d'aller sur une terre un peu plus accueillante. Mais en tout cas, Manu Petit, est-ce que vous ne pensez pas que ce scandale, finalement, ça va fragiliser Sepp Blatter à quelques mois des élections? Mais il s'en fout, Valérie, Sepp Blatter. Il est à l'image des tout-puissants de ce monde. C'est quelqu'un qui sur un simple coup de fil, peut avoir le rendez-vous dans la journée avec des Barack Obama, des Poutine et compagnie. Donc franchement, il est sur un piédestal depuis très longtemps. Il est inattaquable, le garçon. Il s'en fout réellement de ce qu'on pense de lui. Il a bien raison parce qu'il joue avec des vides juridiques en permanence qu'il y a au niveau planétaire. Donc, mais Valérie, partez du principe que la FIFA, qui gère des milliards chaque année, est une association qui est gérée avec des statuts dignes d'une association de boules ou de bridge. Vous vous rendez compte, dans un paradis fiscal. Donc dès le départ, on a faussé la donne. Donc c'est pas étonnant de voir tout ce qui se passe aujourd'hui. Et ça attise les convoitises de tout le monde. Donc les déclarations de Platini et de ses collègues, moi je veux bien, mais ça m'amuse un petit peu parce que tout le monde sait au fond de soi-même qu'il n'y a rien à faire. Merci beaucoup Manu Petit. Allez, on passe tout de suite à la Première Ligue. En Première Ligue, donc, c'est la 17e journée qui se jouait ce week-end. On notera les victoires très importantes de Southampton face à Everton, 3-1-0 ainsi que celle de Manchester City face à Crystal Palace sur le même score. De son côté, West Ham continue son très étonnant mais néanmoins brillant parcours en s'imposant face à Leicester, 2-0. On notera également la victoire de Sunderland dans les tout derniers instants de la rencontre face à Newcastle ainsi que celle des Queen's Park Rangers à domicile face à West Bromwich Albion grâce à un triplé de l'attaquant Charlie Austin. De leur côté, Liverpool et Arsenal n'ont pu se départager dans une rencontre riche en rebondissements qui s'est achevé sur un score de 2 buts partout alors que Manchester United a stoppé sa marche en avant en ne pouvant obtenir plus qu'un match nul face aux valeureux Villains d'Aston Villa. Ce soir, Chelsea ira défier Stoke City sur sa pelouse. Alors on va regarder maintenant le classement. Manchester City se place à la seconde marche du podium en raison d'une moins bonne différence de but, alors que United se place juste derrière son rival. En 5e position, on trouve les surprenants Saints de Southampton, juste devant Arsenal et les Spurs de Tottenham qui sont 7e. Enfin, c'est Swansea et Newcastle qui se retrouvent devant Liverpool. Après cette 17e journée, les Reds pointent à 17 points des leaders. Alors Manu, on vient de le voir, après ces 17 journées, il y a 2 vrais candidats au titre, c'est donc Chelsea et Manchester City. Le championnat, est-ce que vous pensez qu'il est plié ou bien il peut y avoir des surprises comme par exemple la réapparition de United ? Je pense que United, à l'heure actuelle, remonte très très bien. Ils étaient sur 6 victoires consécutives, donc c'est un arrêt, ce match nul. Il y a toujours Di Maria qui est handicapé par les blessures, donc ils vont être renforcés après début janvier. Je reste persuadé que Manchester City et Chelsea ont un effectif beaucoup plus complet dans toutes les lignes que Manchester United. Manchester United, à mon avis, va lutter avec les autres pour les places qualificatives au tour préliminaire de la Champions League. Maintenant, tout est possible, mais je vois mal Manchester City et Chelsea lâcher du lest parce que je connais justement la qualité de l'effectif et surtout leur continuité dans les résultats. En revanche, je me pose plus de questions pour d'autres clubs, comme Arsenal en l'occurrence, où encore une fois, ils ont laissé partir des points précieux.
On verra sur la deuxième partie de saison, mais je dirais que Manchester a quand même la tradition de finir très fort à chaque fois ces championnats. Donc on verra bien, mais moi je pense que ça sera quand même très compliqué pour eux. En tout cas, avant de se quitter, un petit mot sur Thierry Henry, justement la vedette d'Arsenal. On vient de l'apprendre cette semaine, il devient journaliste à la télévision. Est-ce que vous avez fait plaisir pour votre ancien coéquipier ? Je suis très content qu'il réintègre justement, qu'il garde un pied dans le football tout du moins. Je pense, d'après certaines indiscrétions, qu'il va quand même s'atteler à passer des diplômes d'entraîneur. Je pense que de par ses connaissances, sa passion, qui est inébranlable, mais aussi sa culture du football d'une façon générale, je le vois mal s'exiler et tirer un trait définitif au football. Donc pour l'instant, il va avoir un rôle de consultant, mais pour la suite, pourquoi pas. Merci beaucoup Manu Petit. Allez, malheureusement, notre émission s'achève. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour le reste de l'actualité du foot. C'était un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. À demain.